Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, honorables conseillers, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les présidents d'organisation, secrétaires généraux de partis, de syndicats, membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les journalistes, très chers compatriotes, chers camarades militantes et militants du PIT, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer cette adresse par ajouter à la longue liste des personnes arrachées en affection celui qui, ce matin, est également parti. Nous avons tous au réveil eu la douleur d'entendre que Mamles Camara était décédé. Quand, pour ma part, j'ai appris cette nouvelle, il m'est revenu une émission qu'il avait faite à la RTS il y a plus de 30 ans de cela. J'étais étudiant et il parlait du Parti de l'indépendance et du travail. Il parlait d'Amat dans ce cours. Et il disait, entre autres, que quand on parle d'Amat dans ce cours, il ne faut pas perdre de vue qu'à côté d'Amat dans ce cours, il y a Maguette Thiam, il y a Samadou Cham, il y a Kirana Sen, il y a Semou Padidou. Et pour lui, cette équipe était une équipe composée d'étoiles qui, sans agréger des foules immenses, était capable d'aller en profondeur. Il est, comme on le dit, dans une langue de chez nous, aujourd'hui, dans le monde des gens de vérité, nous sommes encore présents ici sur Terre. Je vous assure, c'était l'hommage qu'à sa manière, Mamles rendait à Amat et à ses camarades. Je voudrais prier pour lui et dire que notre pays accuse, avec sa disparition, une lourde perte. Mesdames et Messieurs, le Parti de l'indépendance et du travail vous remercie pour votre présence. Le temps que vous nous accordez n'est pas seulement, à nos yeux, un signe d'amitié. C'est aussi l'expression d'une considération, une reconnaissance qui, pour nous, et au vu du contexte, compte beaucoup. Nous voudrions en remercier chacune et chacun d'entre vous et vous assurer que nous prenons votre présence en ces lieux et à cette occasion comme un encouragement à ne jamais cesser de nous mettre au service de notre idéal, celui de l'émancipation humaine. Chers camarades du Parti de l'indépendance et du travail, nous voilà donc tenant notre 7e congrès. Comment? Posant un regard sur nous-mêmes, pourrions-nous ne pas constater que dans nos rangs, il y a des absences, dont certaines remarquables. Les camarades, naguère au coude à coude avec nous, sont partis définitivement. D'autres, retenus par la maladie, nous manquent terriblement. Les uns et les autres nous rappellent notre fragilité, notre évanescence. Dans un monde et un pays où il y a pourtant beaucoup à faire. En même temps, les uns et les autres nous montrent
nous disent plutôt que nous n'avons pas le choix. L'œuvre abattue, l'investissement consenti, les espoirs fondés sont tels que les militantes et militants du PIT ne peuvent que continuer à s'engager pour l'accomplissement d'un idéal qui n'a point vieilli. La transformation sociale au service des masses laborieuses, la lutte pour la paix et les libertés, la justice et le progrès. Cet idéal n'a pris aucune ride. Très chers camarades, que nous puissions nous réunir pour ces 29 et 30 avril 2023 en congrès atteste en soi un élément, révèle en soi un élément probant de bilan. Le PIT peut, en effet, s'enorgueillir de faire partie des rares formations politiques du pays à avoir une vie d'instance régulière. Nous tenions congrès en 2016. Nous tenions congrès en 2016. Avant, en 2010. Et nous y voilà, toujours à cette fin, en 2023. Permettez au secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail d'insister là-dessus, dans un contexte dont tous savent qu'il est loin d'être facile. Le PIT a pu, sans désemparer, tenir régulièrement ses instances. Et ceci, en dépit des très lourdes contraintes qu'entre autres la Covid-19 a imposées à l'humanité 2 longues années durant. Quasiment toutes les semaines, avec une régularité de métronome, le secrétariat du comité central s'est tenu. Il ne s'est pas passé d'année sans que le bureau politique et le comité central n'aient été convoqués, parfois à 2 reprises. Nous avons marqué notre présence toutes les rencontres des coalitions dans lesquelles le PIT est partie prenante. Confédération pour la démocratie et le socialisme, Benno Bokk Yakaar, Benno Siggil Sénégal. Nous n'avons pas, pour commémorer les 60 ans du PAI-PIT et le centenaire de la Révolution d'octobre, nous avons aussi organisé avec succès, de concert avec la Fondation Gabriel Péri, le traditionnel colloque de Dakar, cette fois-là baptisé colloque Amat Dansokho. Notre parti a participé aux différentes compétitions politiques organisées depuis le dernier congrès. L'implication des camarades, aussi bien à l'échelle des coordinations au niveau, disons, national, a été, en règle générale, significative. Très chers camarades, très chers compatriotes, au sujet de compétition électorale, nous en avons une devant nous d'une cruciale importance. En effet, dans quelques mois, notre pays devra procéder à l'élection présidentielle. Or, rarement ou même jamais, une telle élection n'a été engagée avec autant d'incertitudes. Incertitude quant aux candidatures recevables. Incertitude quant au climat de paix ou d'extrême tension de tenue de ces élections. Incertitude quant à l'ouverture pour le Sénégal, à la suite de cette élection, d'une ère de stabilité et de paix ou de convulsion, obturant, à court terme en tout cas, toute perspective de développement du pays. Au PIT,
Nous avons donc l'avantage de tenir ce congrès pour, entre autres, prendre en charge cette problématique, l'analyser rigoureusement, en examiner toutes les implications possibles avant de retenir notre perspective, notre hypothèse de travail que nous confronterons avec la réalité de la vie. Au PIT, nous n'avons que des hypothèses quand nous travaillons sur le champ du social. Et cette hypothèse sera confrontée à l'épreuve de la vie réelle pour que nous puissions en tirer tous les enseignements. Pour ce faire, il y a des éléments sur lesquels nous devions pouvoir nous accorder assez facilement. D'abord, le fait que notre ancrage dans Benno Bokk Yakaar ne relève pas, alors pas du tout, d'un fait de circonstance. Depuis 3 décennies, après nous être demandé quelle est la tâche cardinale de l'œuvre, nous nous sommes employés à repérer des forces capables de prendre en charge cette tâche avant de nous essayer à les réunir, ces forces, à les unir. C'est cela, notre stratégie de large rassemblement, dont les déterminants majeurs sont l'approfondissement de la démocratie, l'instauration de la paix et de la stabilité, la réunification des conditions minimales permettant d'aller plus avant dans la conquête des libertés. Tout cela sans une seule fois perdre de vue ni nos objectifs ultimes, ni le contexte sous-régional, celui mondial, car comprenons que notre pays, le Sénégal, n'est pas un îlot isolé du reste du monde. Si notre option, celle de large rassemblement, demeure toujours pertinente par rapport au contexte particulier dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui, la question devient celle de Lénine, que faire? Le PIT peut-il, doit-il présenter un candidat issu de ses rangs à la prochaine élection présidentielle? Nous nous ont empêchés de le faire alors que nous étions présents dans le terrain, sur le terrain, organisés. Avons notre influence. Tient-elle toujours ou ne tient-elle plus? Faut-il plutôt travailler à une candidature de la Confédération pour la démocratie et le socialisme, la CDS? Celle-là, cette candidature, est-elle viable? J'appelle viable une candidature qu'on ne pose pas seulement pour pouvoir dire j'en étais. L'option Benno Bokk Yakaar demeure-t-elle valable? Et le cas échéant, qui proposer en son sein pour, d'une part, conserver au mieux un minimum de cohésion à la coalition et, d'autre part, emporter l'adhésion des Sénégalais. Enfin, que doit retenir le Parti de l'indépendance et du travail d'une éventuelle candidature du président de la République sortant? Concernant cette dernière interrogation, le propos n'est pas et ne saurait être de nous substituer au Conseil constitutionnel. Il ne vise pas non plus à prendre la place des électeurs, du peuple sénégalais qui, en définitive, est seul souverain. Le PIT ne peut ni se substituer au Conseil constitutionnel, ni dire « je suis le peuple ». Il s'agit encore moins de gommer une page de notre récente histoire,
celle de 2011-2012, ou pire, de ne pas apprendre de ce relatif passé récent. Nous avons vécu 2011-2012, nous ne pouvons pas effacer ça, nos mémoires, nous ne serions pas bien cotés si nous n'en tirions pas aussi des enseignements. Parlant d'histoire, il n'est peut-être pas superfétatoire, chers camarades, chers compatriotes, mesdames et messieurs, il n'est peut-être pas superfétatoire de convoquer le max du 18 juin de Louis Bonaparte. Dans cette salle, je vois des lecteurs que je sais être, ou avoir été, ou être assidus lecteurs de Marx. Convoquons le Marx du 18 primaire de Louis Bonaparte. Marx dit que tous les grands événements et personnages de l'histoire se produisent, pour ainsi dire, deux fois. La première, comme une grande tragédie. Une seconde fois, comme ce sont ces mots, une farce sordide. Tragédie dont la volonté de reproduction, de l'imitation, de retour au même, se traduit en farce sordide. C'est ça qui avait été fait, c'est ça qui avait été vécu, voilà comment les oripeaux étaient. Remettons-nous des mêmes oripeaux, remettons-nous dans les mêmes positions, essayons de reprendre le même processus, pensant qu'on arriverait à la même chose. Marx dit, la deuxième fois, quand on veut faire bégayer l'histoire, ça se transforme par une facilité, parce que c'est une grosse plaisanterie, mais il la qualifie, c'est méchamment. C'était aussi ça, Marx, l'usage des mots. Il dit cette farce est non seulement farce, mais elle est sordide. L'enseignement, à mon sens, à en tirer et s'enverser dans une sorte de téléologie, c'est que même si l'histoire n'est pas d'une linéarité absolue, on ne la comprend pas véritablement si on la pense comme un cycle dans lequel se jouerait un éternel retour. Au point que, rigoureusement, l'autre se réduirait au même. Oui, l'histoire n'est pas linéaire. Au point qu'il y ait une prédictibilité qui nous permettait d'augurer de quoi demain, le 30, sera rigoureusement fait. Il y a beaucoup d'aléas. Mais même si on ne peut pas dire que le déterminisme est absolu en matière d'histoire, et qu'un ensemble de circonstances produisent rigoureusement parlant X et Y conséquences, on peut tout de même avancer que l'histoire est mal vue, mal entendue, mal comprise, si on la pense comme étant une sorte de cycle permanent dans lequel l'autre et le même se confondent. En tous les cas, il s'agit pour nous d'examiner la problématique, la candidature à la présidentielle 2024 en amont, en tant que partie prenante, particulièrement concernée, au fin de trancher avec netteté. En 2016, à l'occasion du référendum portant sur la Constitution, le PIT ne trichait pas. Ce fut en prenant acte de tous les éléments de contenu des propositions de réforme de notre charte fondamentale que nous invitions à voter oui. Il y a une dissonance entretenue par des gens qui disent vouloir conforter le PIT. Depuis 2016, sur ce oui-là, eux étaient dissonants. Le PIT de ses instances, le PIT de ses militants, le PIT de l'effort au quotidien, le PIT des tâches à prendre en charge avait dit oui à l'occasion de ce référendum. Je me souviens, puisque le ministre d'État, présent dans cette salle, est de la même localité que moi, de tout ce que nous avons fait ensemble à Rufisque, où j'étais, ce fut le cas partout. Vision, en 2016, oui. Et ce oui-là
c'était un oui, y compris à la limitation des mandats à 2. Très clairement. Mieux, je dis mieux, nous avons le sentiment que le président Macky Sall lui-même était très nettement acquis à cette limitation. Et qu'en la matière, il jouait franc jeu. Comme du reste, le fait est confirmé dans son ouvrage qu'il nous a dédicacé, Le Sénégal au cœur, entre autres lieux de capture de l'engagement présidentiel. Si d'aventure, le président de la République avait changé de point de vue, nous devions en comprendre les ressorts et nous demander à froid si notre parti peut s'engager avec lui sur la voie de sa troisième candidature. Nous poser cette question, mais à froid. Quels sont les enjeux du moment? Les risques encourus par le Sénégal. La réalité des forces en présence, notamment de celles qui pourraient l'emporter. Je dis souvent, excusez le jeu, que quand quelqu'un lève la main et dit « je veux conduire la barque qui s'appelle Sénégal », s'il est un Sénégalais, c'est légitime. Mais la question immédiate dont nous sommes en droit de lui poser cette question, c'est lui demander vers quel village doit-il conduire notre esquisse. Question légitime. Notamment en période de tempête. Nous sommes dans un monde tumultueux, aux orages, bien difficile et complexe, où de part et d'autre surgissent des projets dont certains, à notre sens, sont fondamentalement réactionnaires. Je ne sais pas si nous écoutons ce qui se dit, même ce matin, hier nuit, quand vous entendez ce qui se dit de part et d'autre, la part de gens qui, a priori, puisqu'ils s'opposent à, on peut penser qu'ils sont progressistes. Mais quel est le contenu? Est-ce que ce qui pointe à l'horizon correspond à l'idéal de société dans laquelle société nous aimerions réellement vivre? L'enjeu ne sort pas de cela. Quel avantage le pays a-t-il à faire ceci plutôt que cela? Étant encore une fois entendu que le socle de notre action politique demeure la recherche de la stabilité du Sénégal, de la paix civile, de l'approfondissement de la démocratie et des libertés, du progrès social. Voilà ce que nous visons. Paix civile, stabilité sociale, approfondissement de la démocratie et des libertés, progrès social. Notre pays est à un tournant décisif dans un monde tourmenté. Le Sénégal a changé de statut en devenant pays producteur de pétrole. Plus que par le passé, nous sommes sous différents rapports au carrefour de fortes convoitises. Il s'y ajoute que nous ne pouvons manquer d'être attentifs à notre environnement immédiat, avec toute l'instabilité qui y provoque. Quels sont donc les choix qu'impose une telle conjonction de circonstances? Ce n'est pas une question éthérée que celle de 2024. Il y a un choix lourd à faire. Dans un contexte précis, un environnement particulier, avec des hommes et des femmes qui nourrissent des ambitions dont nous connaissons, en tout cas, pour ceux qui se donnent la peine d'être attentifs et de regarder au-delà de l'écume, la vague profonde. Quand on est un parti sérieux, on doit analyser et poser les problèmes à froid pour voir quelle est la meilleure des pistes à prendre. Partons donc de l'idée que l'on ne réfute que ce que l'on remplace. Quand on dit c'est pas bon, et ça aussi, c'est une querelle que nous devons régler avec certains vis-à-vis. Ce n'est pas bon, c'est nul, ils ne valent pas la peine pour les prendre très bien. Mais en lieu et place, que faire?
on ne réfute que ce que l'on remplace. Je suis contre, c'est pas bon, je suis pas d'accord, ça va pas, tout ça, ok, mais après, on ne réfute que ce qu'on remplace. Partant donc de ce postulat, ne faudrait-il pas au PIT, à défaut de proposer son propre candidat à la candidature, avoir une idée précise des différents postulants pour faire son choix? Devons-nous tirer des plans sur la comète? Ou devons-nous savoir concrètement X, Y et Z sont les candidats? Et en ce moment-là, dire, entre X, Y et Z, peut-être que le meilleur des choix, ou pour reprendre une formule que nous avions empruntée il y a quelques années, vous la connaissez, vous, qui avez séjourné dans le parti, quel est en tout cas, disons, ce qui est le plus avantageux pour utiliser une formule diplomatique pour le Sénégal. Nous avions une autre formule à l'époque. Ce choix, pour être cohérent, peut-il perdre de vue la nécessité de préserver le camp de la cohésion nationale, celui de la démocratie et du progrès social? Est-ce que nous pouvons, en tant que parti, faire un choix qui déchirerait la cohésion nationale? Parce qu'il est aussi l'un des enjeux, on ne le dit pas suffisamment, c'est la cohésion nationale. Il faut que nous regardions au-delà de l'écume. La vague. Cohésion nationale, démocratie, progrès social. Un ensemble de questions qui, au-delà d'imposer une analyse la plus approfondie possible, devraient mettre en devoir le prochain comité central, instruit des délibérations de notre congrès et disposant de la liste des candidats déclarés, de se retrouver pour trancher en dernier ressort. Délibération du congrès, connaissance de la liste des candidats et choix en ce moment-là. À cette question complexe à bien des égards, nous devons apporter, nous, du PIT, la meilleure des réponses. Et pour le pays, et pour le parti. Très chers camarades, militantes et militants du PIT, depuis 2012, notre parti est dans Benno Bokk Yakaar. Nous sommes représentés au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Conseil des collectivités territoriales. Nous devons donc dire aux Sénégalais ce qui légitime un tel choix. Ou, pour le dire autrement, de façon péremptoire, qu'avons-nous participé à faire de notre pays depuis bientôt 12 ans? Il y a aussi une exigence de redevabilité. Nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, nous sommes dans le camp qui est au pouvoir. Qu'avons-nous fait jusque-là? À l'analyse, le Sénégal a évolué. Et objectivement, si on le dit sans parti pris outrancier, ce pays-là qui est le nôtre, a évolué et il a évolué dans le bon sens. Sa richesse ne s'est pas accrue. Elle est, cette richesse, toute chose étant égale par ailleurs, relativement mieux distribuée. En effet, de plus en plus, dans les différentes régions, il y a des investissements modifiant radicalement la donne. Et il ne s'agit pas que de routes carrossables, encore que les routes sont importantes. Je ne parle pas seulement des routes carrossables. Il s'agit aussi de ponts qui révolutionnent les parcours et rétablissent la continuité territoriale. Je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment. Que veut dire, quelle signification, quelle portée ont certains investissements, la nature de ces ponts-là, qui nous permettent de rétablir la continuité territoriale. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la paix et de la guerre. Mais pour ne pas l'oublier, je dis tout de suite que ces ponts-là participent aussi de l'instauration de la paix. Hein. Ça nous permet de vivre dans un pays d'un seul tenant.
ça change radicalement la donne. Il s'agit aussi d'hôpitaux, avec des plateaux techniques relevés, ou encore d'accès à l'eau et à l'électricité, pour des populations l'ayant trop longuement attendu. Ceux qui ont toujours eu de l'eau courante, l'électricité, ne savent pas ce que c'est que de ne pas en avoir et de l'avoir. Il s'agit aussi d'options novatrices, modifiant radicalement le visage de notre pays. En tout premier lieu, celui de la capitale. TER, bus rapide transit, autopont, université. Je veux dire, de plus en plus nous nous disons pourquoi nous, Sénégalais, nous devons mégoter. Pourquoi devrions-nous nous contenter du minimum possible? Pourquoi ce qui est fait par ailleurs, qui est bon, ne serait pas digne de notre pays? Il fallait le penser et essayer de le faire. Ce n'est pas aisé, on peut beaucoup en dire, mais le fait est là. Il s'agit également de la paix en Casamance. Une paix conquise grâce à l'investissement de nos forces de défense et de sécurité. Incontestablement. Mais aussi par le biais d'une diplomatie réactive et intelligente, nous ayons valu des régimes politiques non hostiles dans des pays ayant pendant trop longtemps servi de base arrière à des forces irrédentistes. Certaines formes d'intelligence politique a fait que nous n'avons pas à nos confins des pays ennemis. Et ça a une incidence absolument positive dans cette longue quête de paix. À côté de tout cela, il existe d'autres éléments, à notre sens, importants. Le Sénégal cristallise les attentions en raison du fait, comme nous l'indiquions tout à l'heure, dans les tout prochains mois, il va se lancer dans l'exploitation pétrolière. Et ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Notre pays, ça aussi, il faut être objectif. Notre pays, le Sénégal, à la tête de l'Union africaine, a été, le mot n'est pas trop fort, majestueux. Et, avec lui, et progressivement, l'image d'un continent avec lequel il faut compter dans le respect de ses valeurs, cette image commence à s'imposer. Tranquillement, notre principe diplomatique qui dit ni exclusion, ni exclusivisme, commence à faire son bout de chemin, y compris par rapport à cette crise tentaculaire-là, que celle entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons eu des positions tout de même que vous connaissez et qui ont été suivies et qui nous permettent en tant que continent de dire oui, nous sommes rigoureusement dans le même monde, mais nous ne sommes pas obligés d'être des copies conformes les uns des autres. Par exemple, il y a un débat de société qui est agité. Et moi qui en parle, je me reconnais dans le camp du progrès. Nous avons notre culture, notre humus social, nos préférences de vie. Nous ne disons pas que les autres n'ont pas le droit d'être ce qu'ils sont et de vivre comme ils sont. Mais voilà, nous avons notre législation, nous avons nos règles et nos usages. Au nom de quoi voudrait-on nous imposer une porosité à autre chose? Au nom de quoi? Nous disons, nous sommes ce que nous sommes. Nous ne sommes pas outranciers, mais nous voulons. Nous ne sommes pas outranciers, voilà pourquoi nous ne dirons pas, on va trancher la tête de tous ceux qui sont différents dans notre pays. On ne l'a jamais fait. Pourquoi commencerait-on à le faire en 2021? Est-ce que vous avez souvenance de ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop en 2016? Parce qu'un étudiant qui sortait de sa chambre a été supposé être ceci ou cela, il a fallu être lynché. Est-ce que c'est le Sénégal dans lequel nous souhaitons vivre? Pour ma part, je ne le pense pas. Voilà pourquoi nous respectons les autres dans ce qu'ils sont. Nous voulons être respectés dans ce que nous sommes. Nous ne voulons pas non plus forcer la dose en disant que nous voulons revenir au XVIIIe siècle. Il y a tout cela à méditer. Depuis 2012, chers camarades, chers compatriotes, le
Parti de l'indépendance du travail au gouvernement. Je disais à un ami que quand les camarades proposaient les dates du congrès, ils avaient ciblé une période. Un Ndiayen dans notre groupe, ou un Diobène, je ne sais plus, a dit non, on sera en période de Ramadan, c'est pas bon, il y a la fête d'autorité. Ils ont dit différent. Le ministre du Travail que je suis a perdu de vue qu'après le 30 avril, survenait le 1er mai. Je veux dire que si nous sommes au four et au moulin aujourd'hui, le 1er mai, c'est également la fête du travail et ça nous parle notre parti depuis 12 ans, 2012, est en charge du travail. Et ce ministère-là est l'un des plus modestes de l'attelage gouvernemental. Le plus modeste. Un ministère cependant important au vu de ses attributions. Gestion des relations de travail, dialogue social. Dans notre congrès, et ce n'est pas anodin, nous disons un parti rénové, mais toujours au service des travailleurs. Parce que nous avons la conviction que le travail, c'est l'humanité, dans ses différentes déclinaisons. Qu'on nous confie depuis le ministère en charge du travail, pour nous, ce n'est pas tout. Même si ce département ministériel est celui qui, au plan des ressources, et là vraiment au plan des ressources, est le plus modeste. Gestion des relations de travail, dialogue social. Pour nous faire une idée rapide de ce qui a pu être fait dans ce département ministériel depuis 2012. Considérons l'évolution du SMIC. Nous avons dans l'Assemblée aussi bien les représentants d'organisations patronales que celles syndicales. Nous souhaitons de tout que ce qui est en débat soit conclu et que nous en sortions dans les tout prochains jours avec un SMIC encore revu à la hausse. Considérons donc l'évolution du SMIC depuis 2012. Ayons à l'esprit non seulement l'instauration de la pension minimale, mais aussi la constante amélioration des pensions de retraite. Jetons un coup d'œil sur les salaires catégoriels. Réfléchissons aussi sur les conflits de travail et demandons-nous si, somme toute, les travailleurs n'ont pas globalement, je dis bien globalement, senti ou vécu des améliorations de leurs conditions. Et ceci sans que le pays ne soit déchiré par des conflits ou des crises de grande ou de grave intensité. Regardons les choses à fond. Et voyons depuis 2012 qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été. Bien entendu, il serait fallacieux de mettre tout ce bilan au service des seuls camarades ayant dirigé le ministère du Travail. Je voudrais à ce moment-ci de cette adresse saluer les compatriotes qui sont les pièces essentielles de ce département ministériel et qui sont dans cette salle. Hommes de tempérament, hommes engagés, patriotes achevés, tous les jours commis à des tâches ingrates, avec des moyens dérisoires et faisant des résultats sans grand bruit. Ils sont là. Je voudrais, très chers collaborateurs, vous dire que ce n'est pas une clause de style. Je vous remercie pour tout ce que vous faites au service de notre pays. Ce bilan, disais-je, ne peut être mis au seul compte des seuls camarades ayant dirigé le ministère du Travail. Ce bilan est celui du gouvernement. Il est aussi celui du président de la République. Toutefois, et incontestablement, les camarades aux responsabilités ont mouillé le maillot. Et, par leur touche particulière, attesté la différence du militant du PIT, dont on pourrait peut-être convenir que la marque déposée est faite de sobriété, d'engagement, de sens de l'humain. Il est possible que j'exagère, parce que c'est toujours difficile de se mettre en face du miroir
Quand nous nous mettons en face du miroir, tout le matin avant de sortir de nos maisons, nous avons toujours souvent un sourire satisfait. Ce sourire satisfait, bon, c'est un sourire qui dit BD. Mais ce n'est jamais niant BD en général, c'est bon, ça va, c'est bon, etc. Donc, bon, face au miroir, je crois que, bon, nous ne sommes pas mauvais, peut-être que nous nous aimons trop, et peut-être que nous nous trompons, mais enfin, j'ai le sentiment qu'il y a une marque déposée, du militant du PIT, qui, quelque part, quand il est commis à la responsabilité, peut être retrouvé. Pour autant, nous voyons bien que le PIT est à la croisée des chemins. Notre parti doit impérativement améliorer son organisation. Le congrès que nous tenons est un congrès que nous avons calculé, c'est un congrès de travail et nous avons des délégués, etc., que nous avons organisés. Cependant, nous n'avons pas pu, et nous vous présentons nos excuses, démarrer à l'heure convenue. Nous sommes d'autant plus au regret de le dire que parmi les personnes qui nous ont fait, personnalités qui nous ont fait la faveur de venir, il y a des représentants d'autres pays, hommes et femmes, qui représentent d'autres pays. Nous avons dit 10 heures, et j'ai indiqué aux camarades que qu'à ces personnes, si vous êtes 10 heures, soyez sûrs qu'à 10 heures, ils y sont. Mais j'avoue que nous n'avons pas pu être là à 10 heures. Nous avons commencé bien plus tard. Ça veut dire que nous devons encore améliorer notre organisation. Notre parti est obligé de muer littéralement pour se hisser à l'aune des exigences des temps présents, aussi bien sur le rapport de ces moyens de communication que de ceux plus globaux de ces moyens d'intervention. Pour les moyens de communication, je disais tout à l'heure que chaque semaine, rigoureusement parlant, le secrétariat se réunit. J'indiquais que toutes les années, quand ce n'est pas 2 sessions du comité central, 2 sessions du bureau politique, il y en avait au moins une, et ainsi de suite. Nous débattons de tout, mais nous le faisons avec beaucoup de retenue et de circonspection. Nous ne sommes pas bruyants. Or, je ne sais pas s'il faut ajouter malheureusement, le temps est tumultueux au bruit. 2 ou 3 isolés dans votre coin, bombardant chaque jour la population d'informations. Bon, on parle de vous. Et c'est vous qui faites l'actualité. Peut-être qu'il faut que nous revoyions nos modes d'être, nos modes de communiquer. Il faut que, globalement, nos moyens d'intervention soient revus et corrigés. La seule détermination des camarades, la seule intelligence des contextes ne suffisent manifestement plus. Dans tous les domaines, il nous faut de l'expertise, une maîtrise des outils modernes d'action, davantage de bras, plus d'innovation, beaucoup plus de célérité. Bref, pour enfermer tout cela dans une formule rapide, indiquons que les temps inédits dans lesquels nous sommes en tant que pays, en tant que force politique, que ces temps nous obligent, tout en nous évertuant à conserver nos fondamentaux, ces temps nous imposent de nous rénover en profondeur. Cette rénovation devrait, nous semble-t-il, répondre à une double exigence. D'abord, un affinement, notre ancrage idéologique, un ajustement de notre visée marxiste à l'état du monde tel qu'il va. Le Congrès n'est pas le lieu de régler des comptes, y compris par presse interposée. Mais oui, ils ont renié leurs convictions, ils ne sont plus ce qu'ils sont. On a écouté, ces gens-là disent qu'ils défendent les travaux, etc. Sont-ils marxistes? Encore que, pour nous, le marxisme n'a jamais été un dogme, ça a toujours été un guide pour l'action. Encore que, nous n'avons jamais été ces marxistes tropicaux qui reçoivent le mot d'ordre d'autre part, et qui reçoivent des injonctions, et ça nous a valu de francs débats avec des camarades. Et ce débat va ressurgir parce qu'au PIT, en tout cas, jamais nous n'entendons nous voir dicter notre ligne de conduite. Puisse-t-il par des camarades organisés ailleurs. Autant, nous ne disons pas à nos camarades dans votre pays, voilà la ligne qui doit être la vôtre, autant nous pensons que ce n'est pas d'ailleurs également qu'on doit nous dicter notre conduite. Et à ce niveau-là, il faut, en tant qu'homme de progrès, que nous soyons cohérents et conséquents. Dans la manière même
disons, d'agir à travers le monde. Il ne faut pas qu'il y ait divorce entre ce dont nous réclamons et nos actions de tous les jours. Je dois dire que nous, du PIT, nous avons été assez incommodés de voir des camarades d'autres pays parler de notre pays sans prendre la précaution minimale, le soin, la délicatesse simplement d'interroger les camarades du terroir. Minimum de courtoisie et d'égard. Sinon, on revient à l'ancienne formule du suzerain et du vassal. Nous ne sommes pas des vassaux. Nous ne sommes pas des vassaux. Amak aimait à dire que nous sommes des hommes libres, et il ajoutait, en quête de plus de liberté. Ce n'était pas une formule vide de sens. Avec les injonctions, d'où qu'elles viennent, nous ne les acceptons pas, nous voulons concevoir, discuter, nous sommes conscients qu'il faut agir avec les autres. J'en parlerai, mais à condition que chacun d'entre nous traite l'autre avec égal respect. Dans certaines études, même si c'est nous qui les avions, on peut lire simplement de l'irrespect. Il faut que nous affinions notre ancrage idéologique, que nous ajustions donc notre visée marxiste à l'état du monde tel qu'il va. Autrement dit, nous ne pouvons couper à la question de savoir comment être efficacement marxiste à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotique, d'un monde totalement transfiguré par le développement du numérique. Celui plus globalement dit, un monde transfiguré par les fantastiques progrès des sciences et des technologies. Pouvons-nous être marxistes à la manière du 19e siècle, du 20e? Le faire ne serait pas d'ailleurs de l'antimarxisme, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre. Comment être marxiste au 21e siècle? Comment, pour ne prendre que cet exemple, chers camarades, concevoir de nos jours le prolétariat? Qu'est-ce que le prolétariat aujourd'hui? Qu'est-ce que le prolétariat? Parce qu'il faut nommer les choses, et bien les nommer, et circonscrire, savoir de quoi nous parlons, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on appelle le prolétariat? Quelle est l'évolution de ce prolétariat? Quelle est sa place dans les transformations sociales? Comment se fait-il que le prolétariat, sur lequel nous vivons notre action, dans certains pays à tout le moins, soit à corps perdu, précipité dans des camps qui n'ont rien de défense du prolétariat? Comment se fait-il ici aussi qu'il y ait des inintelligences avec des projets que nous connaissons pourtant? Qu'est-ce que le prolétariat? Posons-nous cette question-là. L'autre exigence à laquelle nous devons nous confronter, à mon sens, c'est celle du nécessaire élargissement de nos rangs. Il faut que nous soyons plus nombreux, camarades. Mais, comment attirer au sein du PIT nos compatriotes en grand nombre, sans pour autant nous laisser travestir par ce que nous repérons comme handicap dans les manières de faire de la politique au Sénégal? Comment être plus nombreux en restant soi-même? Grosse équation. Parce que, bon, de partout on nous dit oui, non, depuis que j'en parlais, un jour, il m'a été dit, chez le ministre d'État, dans un quartier que nous partageons ensemble, enfin que vous connaissez, c'est dans une vieille maman, dans un parler très succulent. Elle me disait que bon, l'écriture, vous connaissez la suite, Nahol Bey, et elle ajoutait ceci, elle dit, gis nga kii def politique, ak borom woto wu paan benn lañ. Ma ne ko maman luy loolu? mu ne gis nga ku am woto wu paan bu duggee ci oto ba toog woo nañ ko jàppale nii ñëw nekk si gannaaw puus ba oto ba takk mu ne ñi ci bari génnee seen loxo sax naan jaajëf sax tayal dem nañ comme loolu nag balaa ñoo puus toogal doog ñu waxtaan. Je n'avais pas les moyens de se reprendre. Là, mais j'ai repris la leçon. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est le prix à payer pour être des fous? Quelles conséquences ça a sur notre vécu de tous les jours?
Devons-nous faire de la politique de la même manière, tout le monde et tout le monde, et cesser d'être... ou alors devons-nous faire de sorte que les gens viennent, mais si les gens viennent, le risque encouru n'est-il pas, alors qu'on voulait transformer la société, d'être nous-mêmes transformés? Notre congrès devra à cet égard évaluer les pas qu'avec certaines formations de gauche du Sénégal, nous avons pu franchir. La Confédération pour la démocratie et le socialisme est devenue une réalité dans notre pays. Avec la Ligue démocratique, avec Andijef authentique, avec le Rassemblement des travailleurs africains du Sénégal, avec UDF Molomi, avec CNO, avec le Sénégal et le MRG pour nos longues réunions, parce qu'il fallait préparer le congrès. Nous travaillons d'arrache-pied au niveau de la CDS. Comment consacrer ce cheminement? Acter le fait que nous avons progressivement appris à travailler ensemble. Je devrais dire, est-ce que le PIT consent à faire avec ces camarades-là un pas supplémentaire qui nous permettrait d'avancer de la confédération à la fédération, tel que nos camarades des autres partis seraient prêts à le faire? Quand cette question nous a été posée, nous avons dit, c'est le Congrès qui délibère de cela. Il faut que le Congrès donne réponse aux camarades de la CDS. Est-ce que nous sommes prêts à ce pas qui ferait que de confédération, nous devenons au moins fédération? Quelle place devons-nous prendre dans la gauche plurielle en gestation? En lisant le compte rendu d'hier soir, je vois qu'il y a un projet même de date, n'est-ce pas, pour la tenue de ces assises de la gauche plurielle, qui cette fois-ci va au-delà de ces partis-là que j'ai nommés, mais qui embrasse toutes les formations politiques et les individualités qui se réclament de la gauche au Sénégal. Quelle est la place que nous devons prendre dans cette entreprise? Très chers camarades, un PIT rénové, capable de défendre les travailleurs, œuvrant pour la paix et la stabilité dans notre pays, c'est aussi un PIT dont les organisations affiliées sont connues et appréciées par les jeunes et les femmes parce que leur étant utile. L'organisation affiliée connue, respectée, parce qu'étant utile aux jeunes, étant utile aux femmes. Comment agir pour donner davantage de lustre à l'UJDON, plus d'allant à l'UDEFS, pour qu'à ce niveau aussi, nous aidions dans la prise en charge des problèmes de cette grande majorité de Sénégalais. La grande majorité des Sénégalais, ce sont des jeunes, ce sont des femmes. Le gros des problèmes se trouve à ce niveau-là. En l'état, n'avons-nous pas de bonnes raisons de penser que le PIT se ressent d'une sorte d'affaissement qui n'est pas seulement le sien, mais qui est aussi le sien, conduisant notre organisation des jeunes et celle des femmes, par ricochet, à perdre une partie de ce qui faisait leur spécificité sur le terrain politique national. Les temps sont des temps farouches, temps de l'empressement, temps de planter tout de suite, voire germer tout de suite, voire fleurir tout de suite, temps de récolter tout de suite. Plus de réflexion, plus d'élaboration collective, de sorte que quand vous tirez les jeunes, ils vous disent « gisuma ci sama bopp ». Gisuma ci sama bopp. Comment faire pour sortir de cette quadrature du cercle avec des organisations de femmes et de jeunes qui peuvent aider à aller de l'avant? Si à cette question de la rénovation aussi de ces organisations affiliées, nous répondons oui quant à la nécessité de les faire bouger, la suite devient que faire pour redonner à l'UJDON, à l'UDEFS, la capacité de jouer la plénitude de leur rôle. Par-delà, très chers camarades, nous devons réaliser que plus que par le passé, l'ère et destin singulier a fini de se diviser intégralement ou totalement. Ça aussi, il faut en parler au Sénégal. Je suis affligé par le fait que nous ne le voyons pas, l'ère des destins singuliers, du recroquevillement,
de l'enfermement du nationalisme étroit réactionnaire. Cette ère est révolue. Nous sommes des Sénégalais au long cours, des Sénégalais nomades. Nous sommes partout présents au monde, ou presque. Comment dire donc, enfermement. Mais si les autres disent la même chose, que va-t-il se passer? C'est-à-dire que c'est l'être humain d'aujourd'hui même qui n'est plus rigoureusement parlant le même qu'il y a peu. Il y a immanquablement des ponts maintenant qui sont jetés. Tous ceux qui ne le comprennent pas et qui préconisent un recroquevillement étroit ne voient pas la réalité de ce monde. La réalité du monde nous impose, plus que par le passé, de jeter des ponts entre nous et les femmes et les hommes de progrès de tous les pays. Ceux africains, assurément, il nous faut des ponts, nous, hommes de progrès d'ici, avec ceux des pays africains, très certainement. Mais par-delà, il faut des ponts entre nous et les autres. Dans le respect, je le disais tout à l'heure, des uns et des autres. Le monde nouveau, qui a quasiment fini de se dessiner, impose à tous de comprendre que c'est aux humains de concert de sauver leur planète ou alors la rendre définitivement inhabitable, définitivement inhospitalière, ou pour le dire en un mot, humainement invivable. Nous en sommes rigoureusement là. Hein. Ce qui se fait ailleurs le tentille fatalement de mille manières ici. Si on me dit fournissez-en la preuve, je dis jamais nous n'avons eu le sentiment d'une certaine proximité avec la Russie ou l'Ukraine. Il a fallu que cette guerre éclate pour que nous sachions que, au fond, notre farine nous provenait en grande partie là-bas. Que nous sachions qu'au fond, en termes d'engrais également, que nous sachions. Nous vivons rigoureusement parlant dans le même monde. Donc, il faut des ponts entre les hommes, le progrès, s'ils veulent que la Terre soit humainement viable. J'aurais pu parler des problèmes d'écologie de manière globale. C'est toi qui as pollué là-bas, c'est ton affaire. L'effet de serre concerne tout le monde. Avec les camarades de tous les pays, nous devons bâtir les contreforts de la paix. Avec eux, nous devons densifier les relations de coopération pour que de partout s'élève en chœur la voix de ceux qui disent l'humain d'abord. Avec eux, nous avons le devoir de faire de sorte que la majorité des hommes cessent d'être en exil dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers camarades, le tableau que nous avons essayé de peindre, alors qu'il est loin d'être achevé, montre que nos chantiers sont aussi nombreux que lourds. Nous avons à faire. Beaucoup à faire. Notre pays, notre continent, le monde tel qu'il va ne nous laisse pas beaucoup de marge. Il nous faut, dans le même temps, interpréter le monde et nous engager dans l'effort de sa transformation, avec la conviction que notre destin est quelque part, à tout le moins, entre nous-mêmes. Nous avons quand même la donne, hein, parce qu'il ne faut pas aussi être désespéré. Notre destin est entre nous-mêmes. Mais le jeu est complexe. La partie est une partie bien difficile. Et tout ce qui se mêle de politique, en ne faisant pas cet effort d'investigation, il porte du tort, n'est-ce pas, aux hommes, de manière globale. L'expérience vécue, les victoires remportées, les défis relevés, attestent qu'aux hommes de conviction, articulant leur projet de société à une étude la plus objective possible pour fonder leurs actions, car de tels hommes donc, rien n'est rigoureusement parlant impossible. Rien n'est impossible, à condition de ne pas se tromper d'étape, à condition de miser sur l'édification de véritables forces politiques du changement, à condition de ne pas s'isoler
en voulant faire le bonheur du peuple à sa place. On paye très cher le fait de vouloir faire le bonheur du peuple à sa place. En avant, ensemble, pour que vive le Parti de l'indépendance et du travail au service d'un Sénégal de paix, de liberté, de justice sociale et de progrès. Merci.